Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler en ce 20 mai 2020 d'un sujet qui revient régulièrement sur la table depuis que j'ai créé l'UPR. Je veux parler des GOPE, des grandes orientations des politiques économiques qui sont fixées chaque année à la France par la Commission européenne. Ces grandes orientations des politiques économiques sont décidées par la Commission européenne pour chaque État, chaque année, en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. J'en parle depuis la création de l'UPR, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en ce 20 mai 2020, la Commission vient tout juste de mettre sur son site internet ce que seront les grandes orientations de politique économique qu'elle a fixées pour la France pour la période 2020-2021. Alors ça va pas faire le journal de 20 heures sur aucune des chaînes de radio et de télévision. D'ailleurs, la quasi-totalité, même l'intégralité des médias français, qu'ils soient télévisés, radiophoniques ou papier, n'en parleront certainement pas. Et pourtant, comme je l'explique depuis 13 ans, ces grandes orientations des politiques économiques constituent la feuille de route des gouvernements, et en particulier la feuille de route de Macron et de son gouvernement en matière de politique économique et sociale pour le reste de l'année 2020 et 2021 pour ce qui concerne les GOPE qui viennent de sortir. Alors ça vaut le coup d'aller regarder. J'avais notamment expliqué lors de mon dernier passage télévisé avant le premier tour de la présidentielle devant Léa Salamé et David Pujadas, j'avais expliqué ce que nous demandaient les rapports des grandes orientations des politiques économiques et ce qui donc serait décidé par le prochain président de la République, quel qu'il soit, sauf si c'était moi qui étais élu, puisque tous les autres restaient dans le cadre de l'Union européenne. Ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC. Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la une. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme? Rendez-vous tout à l'heure. Avec la baisse de l'assurance chômage. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 26 décembre et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les sanctions qui pourraient être alourdies contre les chômeurs jugés pas assez actifs dans la recherche d'emploi. Selon une note confidentielle, le barème serait durci. Il pourrait également avoir à remplir tous les mois un rapport d'activité sous peine d'être radié. Ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Alors c'est donc très intéressant. Chaque année, ça arrive au mois d'avril-mai, un petit peu comme les premiers rosiers, eh bien on a le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la livraison de cette année? Compte tenu de la catastrophe pandémique en cours et de l'activation de ce que l'on appelle la clause dérogatoire générale par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le 20 mars 2020, la présidente de la Commission européenne a donc déclenché cette clause qui permet de suspendre les règles de discipline budgétaire de l'Union européenne. J'ai déjà maintes fois expliqué que la Commission européenne et ses rapports des grandes orientations des politiques économiques me faisaient penser à l'histoire de ce fou. Vous connaissez cette blague d'un fou qui a un marteau et qui se cogne sur la tête, et quand on lui demande « mais pourquoi vous faites ça ?», il explique « parce que quand j'arrête, ça me fait tellement du bien ». C'est à peu près la même chose avec les grandes orientations des politiques économiques et les instructions de la Commission européenne. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un drame international, la seule solution qui est trouvée, c'est de suspendre justement les exigences de la Commission européenne. On l'a vu au moment de l'affaire
de la crise des subprimes, où normalement on ne devait pas dépasser 3% de déficit budgétaire, 3% du PIB. Et là, pour ce qui concerne la France, on est monté jusqu'à 8,5% sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Eh bien là, c'est la même chose avec la crise du coronavirus. Il y a donc eu cette clause de sauvegarde générale qui a été actionnée par Mme von der Leyen et qui sous-entend vous avez le droit de ne plus tenir compte des demandes que l'on vous fait. Il fallait bien que le rapport des grandes orientations politiques de cette année tienne compte de cette réalité. Ils ont donc, ce rapport pour la France, qui a été publié aujourd'hui, a donc une tonalité très conjoncturelle et particulière. La conclusion est très brève. Elle est formée de 4 recommandations. C'est inhabituellement court et ça comporte, en synthèse, une sélection précise de mesures de sauvegarde à prendre que permet justement cette clause dérogatoire générale dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Et en même temps, pour parler comme Macron, la conclusion comporte des injonctions à, je cite, améliorer l'environnement réglementaire, à réduire les fardeaux administratifs pour les entreprises, à simplifier le système fiscal et, lorsque les conditions économiques le permettent, à poursuivre les politiques fiscales visant à atteindre une situation fiscale prudente à moyen terme et à garder le poids de la dette soutenable. C'est tout pour ces conclusions. J'ai déjà expliqué, on a déjà souvent expliqué dans nos précédentes analyses, dégoper ce qu'il faut mettre derrière ce jargon sibyllin. Quand il dit qu'il faut poursuivre telle ou telle réforme, faire attention à tel ou tel truc, ça veut bien dire, ça renvoie à des décisions bien précises sur les réformes indispensables à faire, la réforme du droit du travail, la simplification des échelons administratifs, la simplification des réformes. En fait, ça veut dire on démolit le droit du travail. Voilà, la privatisation, ça veut dire qu'il faut tout privatiser, etc. Dans le contexte catastrophique actuel, la Commission européenne n'avait pas d'autre choix que celui de donner le sentiment qu'elle atténue son discours traditionnel. Il aurait quand même été assez impudent de sa part de clamer haut et fort maintenant qu'elle voulait poursuivre la mondialisation, etc., etc. Il faut regarder cette année moins les conclusions que ce que l'on appelle les considérants. Le document que vous trouverez en ligne, vous trouverez d'ailleurs toutes les références sur notre site UPR et sur les pages Facebook, le document comporte en fait plusieurs pages avant de parvenir à ces maigrichonnes conclusions, plusieurs pages avec 29 alinéas, 29 considérations, 29 considérants. Et là, cette année, ce qui est intéressant, c'est de regarder justement ce que contiennent les GOPE 2020 et ce qu'elles ne contiennent pas dans ces 29 considérants. Parmi les 29 considérants qui précèdent la conclusion, on découvre de nombreux passages qui insiste explicitement sur le fait que dès que la pandémie sera passée, il faudra en revenir strictement aux grandes orientations fixées par la Commission européenne les années antérieures et posées par les traités européens. En d'autres termes, et c'est ça qui est important, il ne faut avoir aucune illusion. Rien ne changera dans la politique de mondialisation et d'ultralibéralisme inscrite dans les traités européens. Je vais prendre quelques exemples parmi de nombreux. Dans le considérant numéro 7, il est rappelé que les mesures prises pour limiter l'impact économique et social de la crise de la Covid-19 sont exceptionnelles. Et ce point numéro 7 pose très exactement, j'ouvre les guillemets, pour assurer une transition rapide et en douceur vers la phase de rétablissement de la libre circulation des biens, des services et des travailleurs, les mesures exceptionnelles qui empêchent le marché unique de fonctionner normalement doivent être supprimées dès qu'elles ne seront plus indispensables. Arrêtons-nous ici un instant. Ça veut dire que dès le déconfinement qui a commencé, dans les semaines qui viennent, la Commission européenne va veiller à ce que toutes les mesures qui avaient été prises du fait de l'urgence soient progressivement supprimées pour revenir à la situation d'avant, le marché unique, la libre circulation des marchandises, des biens, de ci et de ça. Deuxième exemple. Dans le considérant numéro 20, on trouve des mesures qui visent
à améliorer, entre guillemets, l'environnement des affaires. En plus des éléments donnés en conclusion des GOPE 2020, on peut noter par exemple que la Commission souligne la nécessité de la dérégulation du secteur des services, notamment pour les professions réglementées. Ça veut dire que les avocats, les notaires, etc., tous ceux les médecins, tous ceux que la Commission européenne a dans le collimateur, qu'elle avait dans le collimateur en 2018-2019, elle les a toujours dans le collimateur en 2020 et 2021. Le même considérant numéro 20 insiste sur la nécessité de la flexibilité réglementaire, entre guillemets, pour susciter un rebond, entre guillemets, après la crise du Covid-19. La flexibilité réglementaire, ça fait partie de ce discours, de cette langue de bois européiste. Ça veut dire, en fait, la déréglementation. Il faut déréglementer. Il faut donc poursuivre les politiques antérieures. Troisième exemple. Le point numéro 24 des considérants confirme, pour ne laisser aucun doute, sur le fait que les mesures de sauvegarde autorisées ne doivent être que conjoncturelles. Le point indique que les GOPE 2019 restent en vigueur, je cite, j'ouvre les guillemets, tandis que les recommandations présentes visent à contrecarrer les impacts socio-économiques de la pandémie et à faciliter le rétablissement de l'économie. Les GOPE de 2019 adoptés par le Conseil le 9 juillet 2019 couvrent des réformes qui sont essentielles pour répondre aux défis structurels qui se posent à moyen et à long terme. Ces recommandations restent pertinentes et continueront à être suivies à l'occasion du cycle du semestre européen de l'année prochaine. Ça veut donc dire que même si ça n'est pas mis dans les conclusions, ce que nous dit aujourd'hui la Commission européenne, c'est que les GOPE 2020 et 2021 pour la France sont conçus, on le savait déjà, mais c'est une confirmation, comme des poupées russes. Elles comprennent des nouvelles mesures, mais elles comprennent pleinement les orientations fixées en 2018 ou 2019 dont on avait fait une analyse détaillée les années antérieures et qui comportait par exemple l'exigence de réformer les retraites, par exemple la privatisation des services publics, par exemple ces exigences qui visent à réformer les retraites, qui visent à privatiser les barrages hydroélectriques français, à privatiser les infrastructures aéroportuaires, à diminuer le nombre d'échelons administratifs, donc à supprimer des communes, à démantibuler le droit du travail. Toutes ces exigences, tout cet acquis d'exigences des années antérieures est donc confirmé par les GOPE 2020. Ça veut donc dire que dès que l'épidémie sera passée, les surveillants généraux de la Commission européenne vont demander au gouvernement français des comptes sur le programme national de réforme, le PNR, qui met en vigueur les grandes orientations des politiques économiques, et donc vont remonter au créneau pour demander au gouvernement français de remettre sur la table la question de la réforme des retraites, qui a été mise de côté pendant la pandémie, de remettre sur le devant de la scène la privatisation des barrages hydroélectriques, des services publics, le démantèlement du droit du travail et j'en passe. Quatrième exemple, s'il en fallait encore un. Le considérant numéro 26 du rapport des grandes orientations des politiques économiques qui vient d'être publié insiste lui aussi sur le fait que la France doit, j'ouvre les guillemets, s'assurer que ses politiques restent cohérentes avec les recommandations formulées pour la zone euro et coordonnées avec celles des autres membres de la zone euro. C'est-à-dire les politiques de rigueur budgétaire, les politiques justement de démantèlement des services publics, de réduction budgétaire dont on a vu d'ailleurs les effets lors de l'affaire de cette pandémie sur notre service hospitalier. Parce que la démolition du service hospitalier, la diminution constante du nombre de lits de réanimation par exemple, ou bien les rémunérations scandaleusement basses qui sont celles du personnel soignant,
elle découle directement des injonctions venues année après année depuis Bruxelles qui nous demandent de diminuer nos déficits budgétaires et qui nous demandent de rationaliser. Rationaliser, c'est encore un mot de la langue de bois européiste. Rationaliser le réseau des hôpitaux, par exemple, ça veut dire diminuer le nombre des hôpitaux. Alors ça, c'est intéressant de voir ce qui était écrit. Vous pourrez d'ailleurs vous-même aller regarder le texte des CGOP 2020 et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres articles où il y a également ces espèces de bombes à retardement qui sont placées et qui disent attention, attention, n'oubliez pas que tout ce qu'on a dit les années antérieures doivent s'appliquer dès la fin de la pandémie. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce rapport, c'est pas seulement ce qui est écrit, c'est ce qui n'est pas écrit. Qu'est-ce que ce rapport ne comporte pas ? Premièrement, aucun mea culpa n'est formulé par la Commission européenne. Alors que c'est quand même à cause des règles de la Commission européenne notamment que la France et d'autres États se sont retrouvés dans une situation de grande vulnérabilité sanitaire face à la pandémie Covid-19. L'activation de la clause dérogatoire générale est d'ailleurs la reconnaissance implicite que ces règles étaient mauvaises. Il y a encore pire, c'est que dans ce rapport des GOP 2020, les rédacteurs ont le culot d'accabler la France, ils le dénoncent, pour son manque d'investissement dans le domaine de la santé, par exemple. C'est dans le point 16 des considérants, alors que c'est précisément à cause des contraintes budgétaires européennes que l'État réduit après année ses dépenses pour le système de soins. En bref, les rédacteurs de ce rapport des grandes orientations des politiques économiques osent tout. Alors je ne vais pas reprendre la fameuse parole du film d'Audiard, mais franchement, quelle impudence que d'oser incriminer la France parce que tout simplement elle a appliqué les orientations qui étaient fixées les années antérieures. Il y a encore autre chose qui n'est pas mentionnée dans ce rapport des GOP. Il n'y a aucune recommandation formulée pour demander la nationalisation des entreprises stratégiques ou d'intérêt national qui traverseraient des difficultés liées à la crise du Covid-19. On pourrait imaginer que le rapport ait dit compte tenu de la situation, un certain nombre d'entreprises stratégiques, tout le monde pense au secteur aérien mais pas seulement, nécessiteront, le cas échéant, une nationalisation totale ou partielle que nous recommandons. Non. Absolument pas. Absolument pas. Il est même aux questions dont je crois ça doit être dans le considérant 27, me semble-t-il. Il est au contraire question de dynamiser le secteur privé. Encore autre chose que ce rapport ne comporte pas. Ces GOP 2020 ne comportent pas non plus l'idée que l'État doit viser à l'autosuffisance dans les domaines stratégiques. Dans le domaine de la santé, de la nourriture, de l'habillement, dans le domaine militaire par exemple. Le rapport ne mentionne pas non plus la nécessité de rapatrier des entreprises délocalisées. En bref, le rapport ne remet nullement en cause le principe de la mondialisation. Bien au contraire, le rapport des GOP 2020 pousse à y revenir au plus vite. Alors, quels enseignements peut-on en tirer ? Ça, c'est le texte qui vient de tomber, comme ça, comme d'un pouvoir divin qui vient de tomber sur nous. C'est ce qu'exige l'Union européenne et le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Mais du coup, ça fait ressortir l'enfumage, pour ne pas dire les mensonges éhontés de Macron quand il a vanté devant les Français le monde d'après. Et l'enfumage des médias qui disent « ça y est, Macron est devenu souverainiste, Macron a changé ». Mais non. Macron, il peut rien devenir du tout. Macron ne peut rien changer du tout. Macron, il est là pour appliquer les grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne, comme avant lui l'était François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Ces GOP 2020 que je viens de décortiquer devant vous sont la preuve irréfutable
que toutes les promesses sur le monde d'après, qui serait l'antithèse du monde d'avant, dont nous a bassiné M. Macron, en fait, c'est un bobard, c'est de la propagande, c'est un enfumage. À l'aune des Gopé 2020 et de la plus récente actualité, la partie finale de son adresse aux Français, entre guillemets, sur le monde d'après, que Macron a prononcée le 13 avril 2020 et qui a été suivie par plus de 36 millions de téléspectateurs, eh bien ce discours apparaît avec le recul comme une phénoménale supercherie. Quelque chose de burlesque. Excusez-moi, mais c'est se moquer du monde dans des proportions pharaoniques. Et pourtant, c'était, malheureusement, et parfaitement prévisible. Je ne résiste pas à la nécessité de vous redire ce que disait Macron il y a un mois. Il nous reviendra aussi, dans les prochaines semaines, de préparer l'après. Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein espoir à nos salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. Il nous faudra... Je fais une petite incidente. J'ai fait une vidéo pour dire qu'il nous faudra... Ça fait partie de la rhétorique de Macron. C'est pas un chef d'État qui dit il nous faudra ça. C'est il faudra faire la vaisselle, il faudra sortir, il faudra... Ben, ça, c'est quelqu'un qui ne fait rien du tout qui dit ça. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe. Cela passera par un plan massif pour notre santé, notre recherche, nos aînés, entre autres. Vous voyez bien que c'est totalement incompatible avec ce que vient de décider la Commission européenne et son rapport des Gopé. À l'opposé complet du tableau dépeint avec lyrisme par Macron, on a d'ailleurs appris ces derniers jours des décisions concrètes qui montrent à quel point M. Macron se moque de vous, se moque de nous. On a appris quoi? On a appris une reprise préoccupante de l'hémorragie industrielle que subit la France depuis que les traités européens l'ont ouverte aux 4 vents de la mondialisation. On a appris par exemple que Renault pourrait fermer rien moins que 4 usines en France dans les mois qui viennent. On a appris que General Electric, pour sa part, profite de la crise de la pandémie pour accélérer la délocalisation de son site de Belfort, anciennement à Alstom, et il le délocalise vers la Hongrie et l'Arabie saoudite. Alors arrêtons-nous là. M. Macron nous a dit que c'était quasiment fini les délocalisations, qu'il allait falloir relocaliser. Et on constate l'inverse en même temps. On constate l'inverse parce que les traités européens continuent de s'appliquer avec la libre circulation des mouvements de capitaux. Et on constate l'inverse puisque le rapport des grandes orientations des politiques économiques vient de remettre les pendules européistes à l'heure. Hors de question, dès la pandémie terminée, de faire quoi que ce soit de différent de ce qui préexistait. Autre chose, alors que Macron a promis qu'on allait voir ce qu'on allait voir en matière de santé, de revalorisation de ci, de ça, on assiste à mots couverts à la poursuite de la démolition du système de santé. Avec, par exemple, la suppression, ça ce sont des choses concrètes que je cite, la suppression de 200 lits de réanimation dans le CHU de Caen, ou la réduction des moyens et la restructuration du CHU de Saint-Étienne. Rappelons ce que nous disait Macron le 13 avril dernier. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, des Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Oui, en effet, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force
à ce principe. Mais de qui se moque-t-il ? Pour l'instant, la seule décision vraiment concrète prise par l'exécutif pour récompenser les personnels qui se sont battus contre le Covid-19, ça a été de leur créer une médaille. Il faut espérer qu'il va y avoir une prime spéciale qui a été annoncée à grand son de trompe, mais pour l'instant, cette prime, elle tarde à venir. Et puis de toute façon, une prime, une fois, c'est pas ça que réclament les personnels. Évidemment, comme l'ont dit des personnels soignants à Macron il y a quelques jours, lorsqu'il est allé à la Pitié-Salpêtrière à Paris, il a été abordé de façon très vindicative par des personnels de soignants en colère qui ont dit la prime, bien sûr, on la prendra, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent une revalorisation absolument nécessaire et légitime quand on compare avec la rémunération dans les autres pays d'Europe. Ils veulent une revalorisation de leur rémunération sur moyen et long terme. C'est ça qu'ils veulent. Et ils veulent également, pas seulement que des gens les applaudissent le soir à 20h, ils veulent avoir les moyens en matériel, les moyens en lit, les moyens en matériel technique, les moyens en équipement de protection individuelle, etc., qui leur permettent d'exercer leur métier comme il convient dans un pays très développé qui, normalement, devrait être la France. Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier. C'est vraiment des phrases amphigoriques qui ne servent à rien. Il nous faudra... D'abord, un chef d'État ne dit pas « il nous faudra bâtir une stratégie ». Voilà, vous imaginez De Gaulle dire à l'Élysée en 1965 ou 66 « il nous faudra bâtir une stratégie pour savoir ce qu'il faut faire de la France ». Enfin bon, ça va pas. La sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seuls peuvent permettre de faire face aux crises à venir. Ces quelques évidences s'imposent aujourd'hui à nous, mais ne suffiront pas. Et je reviendrai donc vers vous pour parler de cet après. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin. Il n'y a pas besoin qu'ils réunissent qui que ce soit. Hein. Le chemin, on n'a pas besoin qu'ils nous le dessinent. Le chemin, il a été dessiné. Et on vient de le recevoir. Non pas par Macron, mais par la Commission européenne, dans son rapport des grandes orientations des politiques économiques 2020-2021, qui ont été publiés dans une grande discrétion. Comme je l'ai dit en préambule, aucun média ne vous en parlera. Il n'y a que nous, il n'y a que l'UPR, il n'y a que moi qui vous en parle depuis 13 ans. Et ce sont ces orientations que l'exécutif va devoir mettre en musique dans son PNR, dans son programme national de réforme. Conclusion de tout ça. Vraiment, Macron est un personnage détestable. C'est une espèce de mauvais joueur d'une mauvaise pièce de théâtre. Il est payé en fait pour enfumer les Français. Il a voulu faire croire aux Français qu'il avait tiré les conclusions de la catastrophe et qu'il y aurait donc un jour qui ne serait plus le monde d'après, ça serait plus comme le monde d'avant, qu'il avait tiré toutes les conclusions. La presse était là pour faire mousser, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée selon laquelle il serait devenu souverainiste, il aurait changé, etc. Non, c'est pas comme les collections Avenue Montaigne, la collection Printemps-été qui succède à la collection automne-hiver. Non. C'est pas ça. Macron, il est ce qu'il est, c'est-à-dire un type qui a été catapulté par une poignée de milliardaires pour être à la tête de la France. Il a été catapulté par l'organisation d'une campagne médiatique sans précédent en sa faveur. Et maintenant, il est l'otage de ceux qui l'ont catapulté à ce poste. Et il est là pour faire croire, je l'ai déjà dit 50 fois, ça sera la 51e, il est là pour faire croire aux Français qu'il va essayer de mener la politique qu'ils souhaitent, que eux, les Français, souhaitent, alors qu'en fait, et en même temps, il applique, et il ne peut pas faire autrement, les politiques décidées par la Commission européenne. En d'autres termes, le monde d'après ne sera pas meilleur, il sera pire, parce que nous allons poursuivre et accélérer dans la situation qui était la nôtre. On le voit d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe avec cette initiative franco-allemande, où l'on voit que les européistes ont décidé de forcer le destin, de s'engouffrer dans une espèce de fuite en avant délirante qui ne correspond plus du tout au peuple. Voilà. La mécanique institutionnelle et administrative
qui va faire passer les GOPÉ 2020 d'un document de la Commission européenne à la réalité vécue quotidiennement par les Français, nous l'avons décrite. Crise ou pas crise, les traités européens et les règles liées à l'euro s'appliquent, s'appliquaient, s'appliquent et s'appliqueront à la France, même si quelques dérogations temporaires ont été prises à cause de la pandémie de Covid-19. Elles vont continuer à s'appliquer tant que la France restera membre de cette construction européenne et de cet euro qui nous entraîne vers l'abîme. Les mensonges de Macron distillés devant 36 millions de téléspectateurs n'y changeront rien. Les GOPÉ 2020 et les GOPÉ 2018 et 2019 qu'elles incluent, ainsi que leur cortège de mesures récessives, appauvrissantes et affaiblissantes pour la France, montrent que l'Union européenne est une structure décidément inhumaine, tout entière au service de l'argent et du marché, et qui n'a rien à faire ni de l'avenir des Français, ni du bien vivre et du bien-être en France, ni tout simplement du bonheur des Français. Plus que jamais, nous devons nous rassembler pour expliquer aux Français qu'il faut désormais sortir le plus vite possible de l'Union européenne, de l'euro et aussi de l'OTAN. Vive la République et vive la France.